Donc pour cette troisième avant-dernière conférence de l'après-midi, on reçoit David Raouli dans un intitulé de conférence que nous-mêmes on a trouvé un peu comment dire, enfin sujet à questionnement. Énorme questionnement. Voilà. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a quand même des gens qui sont venus, donc ça veut dire que c'était suffisamment comment dire, abstrait. Accrocheur. Ouais, voilà, suffisamment abstrait et accrocheur. De Bitomen à Ghostbusters, pourquoi, comment ? C'est ce qu'on va essayer de... La question à laquelle on va tenter de... Ça fait un peu club de lecture, tu sais. C'est ça, ouais. Un petit côté Bernard Pivot. La question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Donc David, alors on a commencé par Bitoman. Et pour les gens... Alors est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est que Bitoman ? Yeah. En dehors de la famille de David, est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est? Il y a un monsieur là qui connaît là-bas. Il y a un monsieur qui connaît. Ok. Alors, donc Bitoman, c'est une série amateur, une fiction amateur, qui a été produite entre 95 2005. 95 et 2005. Il y a eu un petit... Alors, il y a eu un petit break après l'épisode 8 de 1 an et demi, me semble-t-il. Et je pensais que c'était plus long que ça. Non, il y a eu un petit break d'une bonne année. Ok. Et c'est donc l'œuvre de jeunesse de quelqu'un qui s'appelle Alex Pilot, que vous connaissez peut-être parce qu'il a une petite réputation dans notre milieu, on va dire. C'était notamment le directeur... non, j'allais dire directeur technique, non, ça c'est Cyril Lambin. C'était le directeur des programmes de la chaîne No Life, qui nous a quittés. Petit ange parti trop tôt, qui nous a quittés en 2018 malheureusement, qui aujourd'hui continue à réaliser beaucoup de choses pour beaucoup de médias différents. Il travaille un peu avec Gamecult, il travaille beaucoup dans le milieu de la musique aussi, il me semble. Aussi, ouais. Voilà. Et il a fait, dans la même catégorie de web-série amateur, il a fait peut-être un peu plus connu les... France 5. France 5, voilà. Un énorme trou. Qui est un petit peu dans la même veine que Bitoman, parce que tout ça, c'est des parodies de Super Sentai. C'est ça. Donc de séries de super-héros japonais. Pour les gens à qui ça parle pas, c'est Bioman. Voilà. Et toutes les séries qui ont suivi derrière. Alors, comment tu te retrouves là-dedans ? Comment ça a commencé ? C'est ça la question. Ouais, c'est ça. La question profonde. Alors, à quel moment quelqu'un vient te chercher en te disant je tourne une série C'est même pas comme ça que ça s'est passé. Okay. En fait, en 95, donc on était tout notre petit groupe sur Toulon à une convention cartooniste, et on devait tous aller voir une projection de film qui a été annulée par l'organisation. Donc on s'est retrouvés tous sur le parvis avec nos petits sacs de goodies de bons niçois. Et là, Alex Pilot, qui avait donc sa petite caméra pour filmer les souvenirs de notre périple, a commencé à dire si on faisait une espèce de chorégraphie, là, vous vous battez comme ça. Alors on a posé les sacs à 2-3, on a commencé à se faire des petites chorégraphies de combat devant le parvis. Et puis... il s'est mis naturellement un petit scénario, on a fait rentrer un méchant dans l'histoire et tout ça. Et en fait, la fin du week-end de la convention, Alex, chez lui, secrètement, sans nous le dire, a fait un pseudo-petit montage de ce qu'on avait fait et nous a conviés une semaine après pour nous dire venez voir les gars, j'ai monté un truc super sympa. Et quand on a vu le résultat, c'était du pur amateur, hein, mais on a dit mais c'est génial et tout, si on se réunissait en vacances pour faire un truc un peu plus sérieux, et avec un pseudo-scénario, des pseudo-personnages, et on a dit bingo, on fait ça l'été prochain. Et en fait, tout est parti de là, d'une annulation, d'une projection à un salon. Un truc qui s'annule, il y a un temps mort, on n'a rien à faire. C'est ça. On le remplit avec ce qu'on a sous la main, puisqu'il était venu avec une caméra. C'est ça. Et parce qu'il est né avec une caméra dans la main. On se demande. On le voit toujours avec une caméra et un œil de réalisateur monstrueux. C'est devenu vraiment une déformation. Juste pour la forme. Et avec l'accord de David, on va vous passer un petit extrait, un court extrait du dernier épisode de Bitoman, donc celui de 2005. C'est ça. Voilà. Donc qui est le plus propre techniquement puisque le plus récent. Alors c'est le plus récent, donc c'est vrai que technologiquement, donc pour les effets spéciaux, c'était déjà mieux que ce qu'on avait en 95, même pour au niveau du montage, parce que 95, les premiers épisodes se montaient, ils faisaient entièrement les montages avec un double magnétoscope.
En Donc analogique. à l'ancienne. voilà, il prenait les rushs, il faisait tout le montage à double magnéto. Bon, après, c'est passé sur des bancs un peu plus professionnels. Et, En 2005, il y avait peut-être déjà le numérique, peut-être. il y avait le numérique, mais il n'avait pas accès encore à. Il fallait quand même avoir une machine, c'est un ça. ordinateur qui tienne. En fait, ce qui lui a permis de faire des montages un peu plus pro, c'est d'avoir fait des stages chez France 3. Il a pu obtenir l'accord des locaux de France 3 Côte d'Azur pour utiliser le matériel et faire les montages des épisodes. Donc ça a été un petit, D'accord. Ah oui. une petite aide. Ouais, c'est sûr que quand tu peux te faire prêter du matériel professionnel, c'est sûr que ça aide. ça doit être autre chose. Donc, dans l'extrait que j'ai choisi, qui est donc du dernier épisode, alors un épisode dans lequel les Bitomen, qui est le nom du groupe de super-héros, doivent aller chercher des artefacts, des costumes. Des costumes légendaires. Des costumes légendaires, voilà, je ne savais pas exactement le terme. Et on va donc assister ici à une scène de bataille dans laquelle Jet, le personnage de David, va chercher tout seul, vraiment au front. Comme un grand. Il y va au front tout seul et il va se friter pour l'obtention de son costume. Je vais laisser la régie passer la capture sur l'ordinateur. Ah ouais, très bien. Passons à la suite. À partir d'ici, le costume le plus près, c'est celui de Jet Rowley, Ah, et il est où? à 3 km à l'ouest. Ok, j'y vais. Tout seul? Ouais. Laisse-le, va. Bon, Link, il est où le mien de costume? Salut, Jet Rowley. Eh ouais, ça fait un bail, hein. Tu n'es plus censé être de ce monde. Oh, mais c'était presque réussi. J'avoue que c'était bien joué, le coup du retour temporel. J'ai bien failli y rester. J'ai mis longtemps à retrouver ma puissance, et là je tiens ma revanche. Je vais commencer par toi, et j'irai m'occuper des autres ensuite. Allez, amène-toi. Ta gueule. Mais qu'est-ce que tu croyais? Tu cognes fort, mais t'as une tête de con. En attendant, c'est toi qui vas chier du sang. Bon, c'était pas mal quand même. Aïe. Alors, écoute, moi je trouve que globalement, ne serait-ce que la chorégraphie et les effets visuels pour un truc qui remonte quand même à 2005 et qui est totalement amateur en termes de moyens, c'était pas mal. Ah bah, en fait, Alex avait une manière de filmer très, très dynamique, donc ce qui aidait énormément pour les chorégraphies de combat.
Bon, la plupart des chorégraphies de combat, on les faisait. J'en ai fait pas mal, parce que j'étais un des rares à pratiquer les arts martiaux en fait dans le groupe. Donc avec aussi Nicolas, qu'on a vu en face de moi, qui avait quand même un bon niveau et qui nous permettait aussi de nous toucher, de faire un peu des chorégraphies de combat où on pouvait se appliquer sans taper. Contrairement à certaines scènes où on pouvait passer très loin. Mais c'est vrai que cet aspect dynamique qu'il a réussi à rendre sur les chorégraphies aidait beaucoup. Ouais, étant hommage au Super Sentai, il fallait quand même qu'il y ait des combats qui soient où on soit un petit peu dedans, quoi, qui soient un petit peu réalistes, qui soient un petit peu. Okay. Parce que souvent le problème du film amateur, parce que il y en a eu pas mal après nous, et le problème c'est que beaucoup de gens sur les chorégraphies de combat, voilà, ne se touchaient pas, ou plus ou moins mal cadrés, mal filmés, donc on voyait vraiment des combats un peu mous. Et c'est ce que Alex a toujours voulu, avoir des combats dynamiques où ça touche un peu et on pouvait se le permettre avec certains acteurs. Est-ce que tu as des souvenirs en particulier autour de tous ces tournages-là, ou je sais pas, l'anecdote là justement ultime. Sur cette scène, alors je vais demander justement aux gens qui ont regardé, est-ce qu'ils ont vu un détail très flagrant entre le début du combat et la fin du combat? Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose? Il y a un truc qui est... Alors, raccord lumière, on n'est pas loin. Ouais, on n'est pas loin. Alors en fait, au milieu du combat, au moment où je lui mets les coups de genou dans le ventre, il s'est tordu la cheville. Nicolas, en face, s'est tordu la cheville. Ah. Les pompiers sont intervenus. Fin du tournage. Et on a repris l'hiver. Donc c'est pour ça qu'on voit le changement de luminosité. On a repris donc le combat un peu plus tard, quelques mois après, en hiver, et ma couleur de cheveux aussi a changé. J'avais des pointes rouges, alors que je les avais pas au début du combat. Et donc voilà, donc il y avait une petite anecdote, cette fameuse intervention. Attends, ouais, on va essayer de le revoir. J'avais vraiment pas fait attention, mais... Oui, c'est arrivé qu'on se fasse mal, malencontreusement, mais bien vu. Ouais, dans des chorégraphies de combat, ça fait un peu partie du métier. Il faut dire que là, dans l'herbe, il y avait énormément de trous, alors la cheville est partie... Oui, tu m'étonnes. Ça a été tourné où, ça? Alors ça, c'est Sophie Antipolis, à Garbegère, juste derrière. On n'est pas loin, ouais. Ah bah on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. Le milieu... Oui, parce que les Bitoman sont présentés comme des super-héros niçois. Oui. Rien que ça. Ah, rien que ça. Ah, ça se voit pas trop à l'image. Donc là, effectivement, je n'avais pas les cheveux rouges. Et donc si on va... C'est après les coups de genoux, c'est le milieu du combat à peu près. Est-ce qu'on est plus loin? Ah, j'ai pas fait gaffe. Je vois pas bien. Ouais, c'est juste avant là. Ah oui, là c'est flagrant. Voilà. C'est tout à fait flagrant. Et on voit d'ailleurs la végétation qui n'est pas du tout la même entre le mois de juin et un truc comme novembre ou... Oui, là c'est vrai qu'on est déjà fin automne. Ouais, c'est ça. Effectivement. Donc voilà, une des nombreuses anecdotes, parce qu'il y en a eu tellement que on a tourné sur tous les lieux possibles, inimaginables. Oui, j'imagine 14 épisodes, hein, ça c'est le 14e. C'est ça. Est-ce que tu as fait d'autres choses en fiction amateur comme ça, ou pas, d'ailleurs? À la suite de Bitoman, j'ai fait un crossover, donc avec pas mal de groupes amateurs qui s'étaient montés. Donc on avait essayé de faire un film où la plupart justement des groupes de films amateurs se sont rassemblés sur un gros crossover géant. Donc j'ai fait une petite apparition pour un combat, pareil, en tant que Jet Raouli, pour aller chercher encore un artefact. Ça s'appelait comment, ça? Ça s'appelait Crossplay... très vague. Très vague. aussi vague que le concept. Aussi vague que le concept, qui n'a pas tant eu de succès que ça. Ouais, c'est peut-être un peu beaucoup. C'était beaucoup. Je sais que dans la fiction audio, c'était aussi un peu l'époque de la fiction audio, Nullbuck en tête et puis plein d'autres choses. Je sais que c'est des trucs qu'ils ont tenté de faire aussi. Alors quand c'était deux fictions qui pouvaient se croiser, ça allait. Mais je sais qu'il y a eu des tentatives on met tout le monde ensemble, le fantastique, la SF et tout. Et c'était pas toujours... c'était rigolo sur le papier, mais... peut-être compliqué de faire tenir une histoire debout là-dessus, quoi. Et au-delà de ça, c'est surtout que chaque groupe avait
sa manière de tourner et Oui. sa manière de fonctionner. Nous, on marchait beaucoup à l'improvisation. On n'avait presque pas de texte, on avait une ligne de conduite, une histoire point A, point B, une ligne à suivre. Et la plupart des textes sont totalement improvisés chez nous. Alors qu'on a des groupes amateurs qui avaient vraiment des scripts avec des textes imposés. Mais comme nous, on ne s'est jamais senti l'âme d'acteur professionnel, on était incapable d'interpréter sur un texte préécrit. C'est curieux parce que vous n'aviez pas de texte. Bon, on est d'accord que là, tout est post-synchro. Donc, vous refaisiez les dialogues à chaque Ouais. fois. En n'ayant pas de texte, il y avait quand même une base. Il y avait une prise de son ambiance Alors, de il la y avait... caméra ou un truc comme ça. C'est ou- ça, voilà. Il y avait la prise de Ouais. son ambiance et pas dans le vide non plus, quoi. après on était vraiment libre de. On avait une ligne de conduite, certaines lignes de texte, mais on n'était pas obligé de les respecter. On les interprétait à notre personnage. C'est ce qui a donné à peu près l'identité à tous nos personnages, en fait. Ok. Bon, là, c'est le moment où on va être obligé de faire, métaphoriquement évidemment, un grand écart un peu le bizarre. fameux. Voilà, une sorte de grand écart un peu bizarre. On reste dans la fiction, puisqu'on va venir doucement à Ghostbusters. Donc, comme vous pouvez le voir, pour les gens qui n'auraient pas reconnu, on est effectivement sur un cosplay typique de Ghostbusters. Et avant de parler de l'association, de ce que tu fais aujourd'hui, Ghostbusters, comment ça vient à toi ? Comment tu rentres là-dedans ? Alors en fait, j'ai toujours été très très fan du film, ça se voit. Mais au-delà de ça, j'ai toujours voulu, rêve de gamin, avoir mon propre Proton Pack. Donc à l'époque, ça n'existait pas en jouet, où il y en avait peut-être très peu de chez Kenner, et encore ça coûtait très très cher quand on était petit. Et avec les années, je me suis dit, pourquoi pas, maintenant, voilà, 40 ans, avoir un Proton Pack à soi. Et puis je me suis lancé dans la conception. J'ai fait quelques recherches internet, je suis tombé sur un groupe, donc Ghostbusters France, donc, qui regroupait tous les fans français de la franchise. Et donc il y a eu échange de plans du film pour avoir les cotes sur la fabrication du Proton Pack. Et puis de fil en aiguille, on a commencé à construire le costume, chercher les tenues le plus réaliste possible sur les références du film. Et puis voilà, c'est venu comme ça, en fait, tout simplement. Alors, avant de passer à la suite, les Ghostbusters, du début au remake récent, enfin au remake, au reboot même récent, une préférence ? Alors moi je dirais du 1 au 2, puisque pour moi le reboot n'existe pas. D'accord. Et pour beaucoup de fans de Ghostbusters, le reboot n'existe pas, mais nous allons l'inclure. Sans hésiter, le premier. Le premier. Le Ok. premier. Pour quelle raison ? Il y avait cet aspect, il y avait vraiment cet aspect comédie qu'ont apporté Bill Murray et Harold Ramis. Ils ont vraiment gardé ce côté comédie qu'ils ont toujours interprété dans leurs films passés. Et je trouve que l'humour du premier est beaucoup plus percutant que l'humour du 2, où je pense qu'ils ont voulu faire un film plus sérieux. Je le vois comme ça. Moi, je vois vraiment un film plus sérieux dans le 2 que le 1. Il est un peu plus premier degré, le 2. C'est ça. D'accord. Ouais. Et donc, ce que fait l'association aujourd'hui, donc on te voit, donc il y a du cosplay, on l'a vu pour les gens qui ont vu le stand, donc vous êtes présents sur des événements typés convention geek au sens très très large. Sur le stand, j'ai vu un peu du jouet, j'ai vu de la reproduction, comme tu disais, d'items, d'objets du film. Qu'est-ce que ça couvre d'autre ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors en fait, tous les groupes, il faut savoir que les groupes Ghostbusters officiels, il y en a partout dans le monde. Donc tout est parti des États-Unis, bien sûr, où vous avez un groupe officiel par État. Voire sur des gros États comme le Texas, vous avez carrément des groupes officiels par ville. Et donc partout dans le monde, vous avez Ghostbusters Autriche, Italie, etc. Donc nous, on avait Ghostbusters France. Mais on s'est vite rendu compte que chez nous, en France, on n'était pas assez de membres pour se regrouper tous ensemble, faire des déplacements dans le nord, le sud. Donc on a décidé de fonctionner sur le système américain et de passer sur des régions au lieu d'États. Et donc là, c'est pour ça que cette année, on a créé Ghostbusters French Riviera, qui couvre donc la région PACA. Et c'est donc pour promouvoir cette image de Ghostbusters, que ce soit les films, les jouets, les livres, tout ce qui touche à l'univers Ghostbusters, et puis partager cette passion de ce film.
quand tu parles des groupes, tu dis officiels. C'est des groupes officiels. Ouais. Alors, officiels à quel sens? C'est-à-dire adoubés par les ayants droit de la marque Ghostbusters? C'est ça. En fait, il y a une espèce de... Comment dire? Ça s'appelle la Ghost Corp. La Ghost Corp, en fait, c'est elle qui touche tous les droits de la franchise Ghostbusters. Et c'est elle qui valide. C'est un peu comme la 501e pour Star Wars. Qui se font valider par Disney pour tout ce qui est tenue, droit d'image, etc. Donc nous, en fait, on a la Ghost Corp qui gère tous les groupes Ghostbusters officiels dans le monde. C'est Disney Ghostbusters maintenant? Star Wars. Ah oui, Je parlais de la 501e qui sont obligés de faire valider leurs costumes et leur... voilà. Okay. Désolé, c'est moi qui ai pas... non. Et donc voilà, donc nous on a la Ghost Corp qui valide les groupes officiels Ghostbusters. Je me suis dit, putain, Disney, ils ont encore racheté un truc la semaine dernière. Ah, il manquerait plus que ça. Et j'avais pas vu. Ouais, non, mais c'est... Des Proton Pack avec des oreilles. Qui se calmer un peu, quoi. Ils rachètent tellement de trucs. Voilà. Moi, je suis un très très gros fan de tout ce qui est LucasArts. Pas spécialement les films de Lucas, mais c'est un truc qui est passé dans le giron de... Dans le giron de Mickey aussi, avec le rachat de, de Lucasfilm, voilà. Cela dit, dont ils ont fait des choses alors qu'il se passait absolument rien depuis des années. Ok. Donc officiel, ça veut dire donc effectivement. Donc oui, c'est vraiment officiel au sens, c'est pas un terme usurpé. Non, c'est vraiment des groupes officiels. Et ce caractère officiel, tu me disais, il se manifeste aussi par le fait que du coup vous êtes appelé à participer à des événements qui sont liés à l'actualité des films ou à l'actualité de la franchise. Ouais, tout à fait. Là, pour la prochaine sortie donc, d'Afterlife, le 1er décembre, alors on espère qu'il n'y aura pas de nouveaux reports de date. Normalement, on a été contacté pour faire l'avant-première au cinéma Pathé-Lingostière. Donc, on sera présent là-bas pour faire une petite animation pour le film. Avec les tenues. Avec les tenues. Et, bon, pas le même stand qu'on a là, parce que c'est pas le même format dans un cinéma. Ouais, mais bon, on aura peut-être quelques petits ateliers sympathiques. Pas toujours évident, les animations dans les cinémas. Moi, j'ai fait ça un petit peu. Et puis ils ont des restrictions aussi. Très. Oui, il faut pas faire trop de bruit. Aussi. Je sais que c'est toujours compliqué. Moi, plusieurs fois, j'ai eu une association qui faisait un peu dans le jeu vidéo, dans la préservation, et on a eu à certaines occasions la sortie d'Assassin's Creed. Il y a eu beaucoup. C'est la dernière décennie là. C'était une période où il y a eu beaucoup d'adaptations de choses comme ça, ou les mondes de Ralph. Et très souvent, la contrainte c'était ouais, mais faites pas de bruit, parce qu'on te met dans le hall, mais il faut pas faire trop de bruit. Sauf que bon, le jeu vidéo, ça fait du bruit, quoi. Alors sinon, il faut muter complet, on perd un petit peu d'intérêt. Voilà, ça doit pas être évident de s'adapter. C'est ça. Je comprends, je compatis. Vous êtes nombreux sur ton association spécifiquement Alors du coup, comme elle est toute récente, on l'a créée donc pendant la période Covid. Donc là, c'est vraiment notre première sortie officielle en tant que Ghostbusters French Riviera. On est trois membres officiels et on a 2 membres qui sont en entre guillemets phase de recrutement. Alors on n'aime pas dire ça parce qu'on n'est pas à l'armée ou on n'est pas. Mais voilà, c'est 2 membres qui aimeraient intégrer l'association, fabriquer leur Proton Pack et se lancer. C'est un rite initiatique, fabriquer son Proton Pack à soi. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Chacun son. Après, c'est pas obligatoire. Hein. Nous, on accepte tout le monde à partir du moment où il a cette passion pour Ghostbusters. La tenue n'est vraiment pas obligatoire. Non, mais j'imagine que ça fait partie du. Ça fait partie de l'envie. Du kiff, quoi. Voilà, je pense que tout le monde fan a vraiment envie au bout d'un moment d'avoir son propre matériel et surtout son propre jouet, quoi. Ça va assez loin. Je vous voyais. Je sais pas si c'était toi ou parce que c'était quelqu'un qui était de dos, donc j'ai pas reconnu comme la tenue de dos. Voilà. Je vais pas dire vous ressemblez tous, mais c'était pas évident. Je voyais quelqu'un faire un môme le test avec les cartes là. Ah, le test avec les cartes, ouais. Ça on le fait tous. On a tous appris à le faire. Oh, c'est marrant. Ouais, ça impressionne beaucoup de gens. J'imagine. Donc en dehors du Proton Pack, est-ce qu'il y a un truc toi qui te fait kiffer en particulier, qui sort du lot, que ça soit un objet de la franchise, un objet fait main, un truc reproduit, ou alors un objet de collection, un produit dérivé, quelque chose qui est significatif, qui est une pièce maîtresse de ta collection, on va dire. Alors pièce maîtresse, ouais, alors le pack, c'est vraiment l'objet le plus culte du film, et puis c'est l'objet où on va passer le plus de temps à la fabrication.
Il y a plusieurs procédés aujourd'hui pour construire un pack. Je vais faire juste un petit cours de pack. En fait, il y a 4 procédés. Vous avez donc comme le mien, je l'ai fabriqué entièrement en mousse. Donc c'est du tapis de sol de gym, tout simplement. Donc on arrive à avoir en tant que groupe officiel les plans du film avec toutes les cotes donc, du Proton Pack. Et donc c'est du découpage, du collage. Moi ça m'a pris 4 ans. 4 ans pour le finir. Ensuite, on a la méthode en résine. Donc maintenant, c'est des coques qui sont déjà moulées, qui existent. Il faut juste après incorporer donc, toutes les petites parties, tuyaux, valves, tout ce qui va dessus. Ça se fait beaucoup maintenant en impression 3D parce que la plupart des valves, elles sont introuvables. C'est des boîtes qui ont fermé aux États-Unis. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que l'impression 3D, ça a aidé pour ce genre de choses ? Les seuls qu'on trouve, ça vaut très très cher. On peut trouver des petites valves à presque 80-90 $ la petite valve. Donc il y a ce procédé-là. Maintenant, avec l'arrivée des imprimantes 3D aussi, on trouve des plans du pack en 4 morceaux que vous imprimez directement en bloc et que vous assemblez. Bon, après, c'est du gros travail de ponçage, de masticage, etc. Et donc, il y a plusieurs procédés au jour d'aujourd'hui pour se fabriquer un pack, mais c'est ce qui va vraiment prendre le plus de temps et ce qui est le plus fier quand on a fini. Après, bon, tout le reste des propres, de toute façon, sont super à construire. Donc. Et est-ce que c'est le Proton Pack ou autre chose, mais là, les éléments de tenue d'une manière générale, est-ce que c'est des choses qu'on finit par sortir en produits dérivés devant l'engouement autour de cette franchise-là ou il faut, la seule moyen c'est de construire le sien? Non, alors en fait, tout le monde peut trouver, que serait-ce que les combinaisons. Alors il existe 36 000 modèles de combinaisons. Donc il y a la combinaison officielle qui a été utilisée pour le film, dont celle-là. C'est des vieilles combinaisons de pilotes d'hélicoptères du Vietnam. Après, il y a énormément de combinaisons qui ressemblent à celle-ci, donc ça peut très bien faire l'affaire. Il y a peut-être juste 2-3 modifications pour ceux qui veulent vraiment avoir la tenue la plus fidèle possible. Mais non, il y a la plupart des tenues. De toute façon, on arrive à trouver un compromis si on ne trouve pas les pièces d'origine. Je crois que c'est un écusson qui est parti. C'est un accident ou non, alors en fait, j'avais un autre patch ici de Ghostbusters France, à l'époque où on appartenait à Ghostbusters France. Et du coup, fixé à la colle, mais qui n'est jamais parti. Donc en attendant de refaire nos propres patchs. Ok, donc c'est le changement de boutique. Ouais, parce qu'on a changé le logo, du coup. Oui, forcément. Ouais. Alors, il y a combien d'autres groupes locaux en France ? Parce que toi, tu disais, là, il y en a au niveau de la région. Alors, je sais que... J'imagine qu'il n'y en a peut-être pas dans toutes les régions de France non plus. Non plus. Donc, la plupart des membres qui sont restés sur Paris, le Nord, sont restés sous le nom GBF, donc Ghostbusters France. Ils n'ont pas voulu faire le changement en parlant de région. Je sais qu'il y a un petit groupe qui se monte aussi dans le Sud-Ouest. Alors, ils sont pas beaucoup, je crois. Ils sont 2 ou 3 aussi. Et c'est pareil, c'est avec cette période où on n'a pas eu de grosses conventions ou de grosses sorties. C'est pas évident. C'est un petit peu... Mais il y a un petit groupe dans le Sud-Ouest qui est apparemment en train de se monter aussi. Et comment ça se passe l'entente après avoir... Parce que j'imagine que vous vous connaissiez d'avant, parce que vous étiez tous sous la même bannière. Ce split-là, tu disais que c'était quand même quelque chose de volontaire, de souhaité. Est-ce que ça se passe bien quand même ? Super. Ouais. D'ailleurs, ils ont vu les quelques photos qu'on a postées hier de notre première journée. C'était bravo les gars, super, beau boulot, joli stand. Ils sont contents de l'image qu'on... On est tous sous la même passion, donc finalement, il n'y a pas de concurrence. Nous, on a sympathisé avec des groupes Ghostbusters du monde entier, d'Autriche. On se fait des échanges de patchs aussi. Donc une espèce de petite collection, tu m'envoies ton patch, moi je t'envoie le mien, c'est vraiment une belle communauté. Je me doute un petit peu, il y a un biais quand même commun énorme, vous n'êtes distinct que par la distance géographique qui fait que de toute façon ça aurait été compliqué de se réunir en allant systématiquement à l'autre bout de la France. On comprend que les Américains aient décidé de fonctionner par État parce que... Ouais. T'en es à la taille de leur pays, c'est ça. C'était quand même un peu compliqué. Et encore, même dans certains États, ils sont obligés de se scinder. Oui, parce que j'imagine qu'ils doivent être nombreux aussi. C'est tellement, culturellement, ça a l'air d'être tellement un truc chez eux que. Ouais, et puis c'est pas le même nombre de membres aussi, quoi. C'est, moi, je sais que. C'est pareil, c'est statistique, Ouais, c'est proportionnel. Texas, je sais pas combien il y a d'habitants au Texas, mais. Déjà rien que le groupe. Moi, j'ai beaucoup sympathisé avec Ghostbusters Houston.
Et je sais qu'eux, ils sont 56 membres actifs dans le groupe. Ouais. Donc, ça reste proportionnel à l'État. Et Alors, comment ça se passe si on est fan de Ghostbusters et qu'on veut vous rejoindre? Alors, aujourd'hui, c'est pratique parce qu'il y a le stand. c'est ça. Donc, on peut venir discuter avec vous directement. Mais quand il n'y a pas le stand, le reste du temps... Alors, quand il n'y a pas le stand, il y a Facebook et Instagram, merci. Et donc, avec le groupe Ghostbusters French Riviera, tout attaché, il y a des groupes de discussion. Vous pouvez venir poser des questions, poser tout ce que vous voulez sur la conception, sur la recherche, si vous voulez des liens pour acheter des combinaisons, etc. ou toute question possible, inimaginable. Donc via Instagram ou le groupe Facebook, on peut postuler chez nous ou l'envie simplement de nous rejoindre et puis faire une belle petite aventure en convention. Est-ce que vous avez parmi les participants, alors chez French Riviera ou au global de ce que tu connais de Ghostbusters France, des gens qui soient pas du tout branchés par le côté justement cosplay, mais qui soient peut-être uniquement des collectionneurs de produits dérivés, de choses comme ça? Ah oui, non, mais il y en a. D'ailleurs, si vous avez vu sur le stand, on a Grégory avec son t-shirt bleu qui, lui pour l'instant n'a pas de tenue. On n'impose pas en fait les tenues, c'est vraiment un esprit. On n'est pas obligé d'être habillé en Ghostbuster pour être un fan de Ghostbusters. Donc nous on accepte vraiment tout le monde et c'est vraiment, ça se retrouve dans tous les groupes du monde. À partir du moment où vous avez cette passion pour ce film-là, que vous êtes à même de répondre aux questions aux gens sur l'univers de ce film, vous êtes les bienvenus, vous êtes un Ghostbuster. Est-ce qu'il y a des cosplays des personnages de Ghostbusters non humains? Je fais très large exprès. Alors, non humain, j'ai vu quelques photos passer comment ça s'appelle, du Bibendum Chamallow. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Moi, je me vois bien en Bibendum Chamallow. Ouais, moi aussi. J'ai déjà la carrure un peu. Ouais, non, mais on a tous eu Juste cette. mettre un peu de blanc par-dessus. Mais non, ouais, j'ai vu passer quelques photos de cosplay de Bibendum en résine. Un gars avait fait un cosplay en résine, ouais. Rien que Donc, ça. très lourd à porter, mais ça existe. D'accord. Ah, ça doit être joli. Je chercherai. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle pour David? Attendez, on va vous donner un micro pour notre captation et pour les gens qui suivent le direct sur Facebook. Est-ce que vous avez joué au jeu Ghostbusters remasterisé sur PC? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je le trouve très bien fait. Il respecte vraiment l'esprit des films. Moi, c'est un jeu que j'ai fait en long, en large, en travers. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Le premier, hein, pas celui qu'ils ont fait avec justement le troisième film. Où on voit le personnage de dessus en train de bouger dans tous les sens. Oui, non, je vois qu'on parle du même. Du premier, c'est ça. Le premier scénario. Ouais. Et là, ils veulent en faire un troisième, c'est ça? En jeu? Non, en film. Ah, en film, oui. Il va y avoir la sortie d'Afterlife, donc le 1er décembre. C'est la suite directe du 2. Donc 30 ans après. Ah oui. Mais Zool, il est toujours pas nettoyé. Alors, de ce qu'on voit dans les bandes annonces, Gozer aurait quand même une influence sur l'histoire. Oui, c'est Gozer le destructeur et Zool c'est... Zool c'est la fille qui est incarnée. C'est la fille qui incarne Zool, non? Les Zool, en fait, sont des esprits, les esprits envoyés par Gozer. Ouais, bien sûr. Ah, je me souviens bien, ça avait fait, la bande sonore était terrible, des voix et tout, c'était vraiment super, ça m'avait vraiment c'est ça. Subjugué. Tu penses que le scénario d'Afterlife, le fait de vouloir revenir à quelque chose qui soit une suite du 2, qui soit dans la prolongation, c'est une conséquence de l'accueil un peu froid qu'a eu le reboot? Je pense pas, je pense qu'il y a eu une énorme envie du fils de Ivan Reitman, donc qui a pris la direction de Afterlife. Ouais. Je pense qu'il y a eu de son côté une grosse envie de reprendre le travail de papa et de faire, parce qu'il a demandé énormément de conseils pour le tournage du film. Il faut avouer que Ivan Reitman a donné quand même l'accord de beaucoup de choses à son fils, sans trop le brider, en le laissant aussi sa touche personnelle. Et je pense pas que c'est une réelle conséquence
je dirais pas l'échec du reboot, mais je pense qu'il y avait cette envie de le faire. Même au niveau des acteurs aussi. Ouais, parce que au-delà de la réalisation, on sait que des projets d'une telle ampleur ne sont faisables que si les gens qui les produisent veulent les faire et veulent aller dans une certaine direction. Et c'est pour ça que c'est une question que je me posais, parce que vraiment le reboot que moi j'ai pas vu, donc j'aurais du mal à avoir un avis, mais avait quand même eu l'air d'avoir eu un accueil pas ouf, quoi. Bah, pas ouf dans le sens où ils ont voulu faire ça c'est mon simple avis personnel, hein, mais ils ont voulu faire trop avec un contenu un contenu vide finalement. C'est quand on sort du visionnage de ce film, il se passe rien. C'est un mélange, ils ont essayé de faire un mélange du 1 avec des détails du 2. Alors que je parle pas que de l'acting ou quoi que ce soit, je parle aussi de la manière dont c'est réalisé, la manière dont c'est filmé. Et on a eu une espèce de surenchère des effets spéciaux, à dire je vais vous en mettre plein la vue, au détriment d'un jeu d'acting, enfin d'un acting et voire même d'un humour qui a été complètement délaissé. On est tombé dans un espèce d'humour potache. Et c'est dommage parce que c'était pas l'essence de Ghostbusters. Ils sont peut-être dit que c'est ce qui collait un peu, c'est ce qui fonctionnait maintenant, donc on va aller dans cette direction-là. Mais c'est ce que j'ai toujours dit, c'est qu'en fait le problème c'est que aujourd'hui on a changé d'humour, les gens n'ont pas le même humour que dans les années 80. Et je pense que sur Afterlife, on va le ressentir aussi, on n'aura pas le même, peut-être les mêmes jokes que ce qu'on avait, parce qu'on réagit pas pareil, on rigole plus aux mêmes choses, on peut plus se permettre non plus certaines choses à l'écran comparé aux années 80. Ce qui est peut-être pas plus mal. Ouais. Il me semble. Donc voilà, je pense qu'il y aura aussi cet humour aura changé malgré tout, mais on espère qu'ils vont nous sortir quand même. Mais on quelque verra. chose Donc début d'année prochaine, tu disais. 1er décembre. Pour l'instant, ça ouais. reste en date officielle 1er décembre, Ouais, donc on attend vraiment la date. En ce moment, on sait. C'est que ces choses-là peuvent changer. Ouais, très c'est vite. ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour David ? Non, eh bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci David, on peut l'applaudir. Merci à vous. Et puis donc vous pouvez le retrouver ainsi que ses compars sur le stand Ghostbusters French Riviera, qui est très visible et très audible, n'est-ce pas ? Parce que c'est vous qui mettez l'ambiance aussi. Pas que nous, mais c'est vrai qu'on nous entend beaucoup. On vous entend bien. Voilà. Et qui est tout bleu en plus. Donc, vraiment, là on peut pas le louper, c'est très, très bleu azur. Hein. Vraiment, on a voulu cette touche. Ouais, on peut pas le rater. Bleu azur, oui c'est vrai en plus. Oui, Je n'avais même pas fait le rapprochement. Mais... oui. Non, puis les t-shirts et tout, vous êtes déjà bien équipés. Merci. Merci beaucoup David. Et puis donc nous on se retrouve pour la dernière conférence de l'après-midi dans une dizaine de minutes. Voilà, sur le speedrun.